L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Hey, bien Benoît, bienvenue dans notre balado L'expert agricole. Benoît, vice-président production végétale chez Novago depuis 2018, mais quand même un long parcours coopératif. Parle-nous donc justement de ton parcours. Ben, quand on dit long, ça fait effectivement quelques années. Mais Je t'ai je tué. suis. Oui, détonné. Et l'essence existait, l'électricité Oui, était ok. déjà inventée. Oui, oui. Mais ça fait, je peux le dire, ça fait 38 ans, mon parcours coopératif. Et j'ai même commencé quand j'étais étudiant, j'ai même fait un stage pour la coopérative dans les quincailleries au niveau du végétal. Puis j'ai opté pour le côté végétal. J'avais étudié dans ce domaine-là. Et depuis 38 ans, divers postes, toujours dans les productions végétales, mais depuis 2018, vice-président de production végétale pour Coop Novago. Ouais. Tu viens du milieu agricole? Ta famille, tes racines? Mon père était dans la construction, donc pas tout à fait agricole, mais j'avais deux oncles qui étaient de chaque côté de la maison familiale chez nous. Un qui était dans l'entreprise, dans les productions laitières, et un autre dans la production de tabac à cigarettes. Oh! Production qui est révolue maintenant, qui ne se fait plus tellement au Qui a marqué la Québec. région de la Nodière quand même. Beaucoup. Il se faisait, il y avait à peu près 150, presque 200 producteurs de tabac au Québec, dont à peu près, je pense, plus que 80% étaient dans la région de la Nodière. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus aucun producteur de tabac. Ben, en fait, fait intéressant, mais notre centre agricole à Saint-Jacques, Oui, c'est vrai. c'est une ancienne usine De tabac à pipe et à cigare. Ah. Il ne faisait pas de tabac à cigarette, mais il travaillait avec l'Imperial Tobago et Tobacco. Et effectivement, ben oui, c'était une usine de manutention de tabac. Et ça, je l'ai connu dans les dernières années. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai connu la fermeture ou quand les arrêts de manutention de tabac de l'Imperial Tobago dans nos installations à la succursale de Saint-Jacques. Bon, hey, on ferme la parenthèse parenthèse, du tabac. la parenthèse du tabac parce qu'on a un sujet hyper intéressant et pertinent aujourd'hui. On va parler d'engrais, qui est probablement un sujet qui est sur toutes les lèvres. On enregistre ça aujourd'hui, le 16 mars, donc c'est vraiment un sujet qui est chaud et qui est intéressant. Mais avant de tomber là, dans le pratico-pratique pour nos producteurs agricoles, nos membres, on va faire un peu le chemin de l'engrais pour comprendre un peu ce marché-là qui est très, très, très volatile. Le prix des engrais, ça fluctue énormément d'une année à l'autre. C'est très volatile. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pas juste cette année, là, mais de façon générale. Ben, on va commencer en disant peut évoluer de beaucoup d'une année à l'autre. Parce que ça peut rester aussi assez stable. Puis dans les années qu'on vient de passer, il y a eu des années où, là, on dit tout le temps qu'une année n'est pas garante de l'autre année qui vient. Mais on a eu dans les, je dirais, 5-6 dernières années, de la volatilité à son meilleur, effectivement. On a connu des pics très, très hauts. Et ça a rebaissé parce que je ne dirais pas que ça a connu des bas très, très bas. C'est comme l'inflation. Tout ce qui monte, oui, redescend, mais ne redescend pas nécessairement au niveau que ça a déjà connu. Ce qui influence le prix, ben, il y a tout ce qui est énergie influence. Là, je ne veux pas trop prendre les devants de parler de ce qui se passe actuellement, mais c'est clair que l'énergie, donc toutes les sources d'énergie, le gaz naturel, le pétrole, etc., donc très influencé par le transport. Tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, parce qu'il reste, c'est des matières premières, l'engrais, fait que tout ce qui fait partie de la chaîne d'approvisionnement, à partir de l'extraction ou de la fabrication de l'engrais comme matière première, aller jusqu'au transport pour l'amener ici, soit par bateau, par rail, par camion, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer positivement ou vers le haut, on va dire ça de même, au lieu de dire négativement, vers le haut, les prix de fertilisants. Au-delà des sources d'énergie, contexte politique, j'imagine, un peu. Ben, qui se trouve à affecter les sources d'énergie. Fait que le géopolitique, là, c'est presque gênant d'en parler ou de dire, parce que le géopolitique a toujours fait partie de
de la base des fertilisants. Là, pourquoi? Parce que les fertilisants, c'est très, très, très mondial. La majorité des consommations de fertilisants se fait au niveau de la Chine ou du bloc de l'Est. Malgré nos très gros voisins américains qui en consomment beaucoup, il reste que sur une échelle de tout le globe, toute la Terre, les Américains ne représentent pas une si grosse partie que ça de consommation de fertilisants. La Chine et l'Inde consomment plus de 50% de la moitié des fertilisants. Donc, quand arrive quelque chose sur le côté géopolitique qui touche les pays de l'Est ou pas de l'Occident, mais de l'Orient, du côté Est, ben là, ça vient influencer très fortement le prix des fertilisants. Puis là, si je redonne un exemple avec la Chine est un gros producteur de produits azotés ou de fertilisants. Fait que quand la Chine, au lieu d'exporter, arrête ses exportations puis se met en mode importation pour les engrais, juste ça peut faire un gros changement. Ouais, un débalancement. Ça prend vraiment une boule de cristal pour voir comment que les marchés vont évoluer. Oui, puis comme n'importe quelle boule de cristal, le cristal, c'est fragile puis ça peut casser. Donc, fait que même ceux qui vont se risquer à dire qu'ils vont faire des prédictions avec des boules de cristal, ce qu'on peut appeler du monde qui vont se dire des extra spécialistes, la boule de cristal risque de pas... Tout peut se passer parce qu'il y a beaucoup de fondamentaux qui compose le prix d'un fertilisant, de ce que je parlais tantôt, de la chaîne d'approvisionnement, aller du tout début, aller jusqu'à ce que ça arrive chez l'agriculteur. Il y a plusieurs éléments qui composent le prix de l'engrais. Chez Novago, on est un fournisseur. Donc, nous-mêmes, on achète nos propres engrais pour les revendre à nos membres. Dans ce contexte-là de volatilité, d'incertitude, de boule de cristal, comment on fait notre stratégie d'achat Novago pour notre approvisionnement en engrais? Puis ça représente combien de tonnes? Là, je peux pas te répondre que j'ai la bonne boule de cristal. Non. Je ne dirais pas ça. Parce que, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, c'est de la planification. La planification, on a la chance, le privilège d'être avec le plus gros consommateur ou acheteur de fertilisants au Canada. On travaille avec Solio Agriculture. Et on le planifie donc beaucoup, beaucoup avec eux. On travaille sur l'approvisionnement des fertilisants 12 mois par année. Ah oui, hein? Oui. Et là, pourquoi? C'est que Solio est à divers niveaux. Premièrement, il est dans plusieurs provinces, dans presque toutes les provinces au Canada. Donc, en planifiant leurs approvisionnements, parce que, Ontario, Québec, Maritime et dans l'ouest du pays, et il y a des applications d'engrais qui ne sont pas toutes aux mêmes périodes. Donc, ça, c'est un des pourquoi Solio est sur les marchés des fertilisants. Et en plus, à 12 mois par année. Et en plus, Solio aussi touche au secteur industriel qui vont consommer des fertilisants 12 mois par année, contrairement à l'agriculture où c'est très condensé en avril, mai, juin. OK. On place nos engrais donc toute l'année en suivant les marchés, en suivant les marchés avec Solio, puis en suivant, c'est des fournisseurs qui sont internationaux, mondiaux. Les engrais qui vont... Premièrement, il y a beaucoup, beaucoup d'entrées de fertilisants par voie maritime, par les bateaux. Et la beauté du système, c'est qu'on a au Québec la belle voie maritime du Saint-Laurent. Un grand avantage. Mais qui n'est pas ouverte à la... Oui, aussi. Mais effectivement, c'est un très grand avantage, ce qui permet à Solio et avec Novago, avec Solio, d'acheter des fertilisants par la voie maritime, donc par bateau, et d'être très bien positionné au niveau... Le prix et les quantités sont toujours plus... on est plus privilégié, on a plus d'avantages à commander de cette façon-là. Pour pouvoir rentrer des quantités plus importantes, de un, puis avec des prix plus avantageux. Mais on le prévoit donc jusqu'à l'ouverture et à la fermeture de la voie maritime. Et on le prévoit donc quand la voie maritime rouvre pour rentrer des bateaux qui vont arriver au printemps. D'où l'idée qu'on est pas mal, donc, 12 mois par année à planifier l'approvisionnement des, je dirais, 25 à 30 matières premières différentes qu'on peut commercialiser là, avec Solio. Ça représente combien de tonnes, Novago, les engrais? Novago, près de 30 000 tonnes. Avec Solio au niveau canadien,
manipule au-delà de 1 million de tonnes de fertilisants. C'est un joueur plus que majeur. Le joueur dominant. C'est le joueur dominant, oui, effectivement. On se sert de tout ce beau volume d'achat-là pour en faire bénéficier, évidemment, nos membres, nos producteurs. Si on revient à nos producteurs, parce que nous, on s'est approvisionné en engrais, on s'assure de ne pas en manquer, on s'assure d'avoir ce que nos producteurs ont besoin quand ils en ont besoin, mais encore faut-il que les producteurs achètent ces engrais-là. Oui. C'est quoi le bon moment, selon toi, pour acheter les engrais pour un producteur? Parce que nous, on en achète 12 mois par année. J'ai pas l'impression que nos producteurs en achètent 12 mois par année. Est-ce qu'il y a un bon moment? Je vais répondre avec une belle phrase. C'est toujours le moment présent qui est le meilleur. Mais dans les engrais aussi, et le moment présent, il faut que le producteur ait avec sa coop, son intervenant, qui crée le moment présent. Et là, pourquoi? C'est que c'est composé. Le producteur peut avoir besoin de fertilisants à l'automne, peut avoir besoin au printemps. On parle de l'automne, beaucoup plus d'applications en Ontario, du côté américain, mais au Québec aussi, il y a des possibilités d'application d'automne. Donc, de l'intégrer dans son programme de culture et toutes les applications qui peuvent se faire à l'automne, dans le cadre réglementaire, là, dans le cadre d'un programme de fertilisation d'un PAF. Donc, tout ce qui peut être fait aussi en dehors ou hors saison est toujours d'être planifié, mais c'est toujours avantageux également de le faire. Les producteurs peuvent également le planifier tout au long de la saison. La première affaire à faire, c'est de planifier leur rotation, qui va faire qu'ils vont pouvoir le faire en fonction des besoins qu'ils ont. Et moi, ce que je dis, qu'un producteur devrait toujours planifier ses besoins en fertilisants, beaucoup sur le même principe qu'il planifie la commercialisation de ses produits. Donc, ce qui est, grosso modo, c'est de planifier les dépenses en même temps qu'on planifie les revenus de son entreprise. C'est toujours mieux. Fait que tout ça pour dire, là, je t'ai répondu, je trouve un petit peu comme un politicien, Valérie. C'est quand le meilleur moment? Parce que c'était ça ta question. Donc, c'est de le prévoir au bon moment où on est prêt. Fait que à l'automne, donc jusqu'à l'ouverture de la voie maritime, je vous dirais, tous ceux qui peuvent le rentrer aussi, puis là, je vais être obligé de glisser, il y a une possibilité de l'acheter en gros sac, donc de le rentrer d'avance, donc de le planifier à l'avance et de l'avoir sur sa ferme quand on est prêt à l'utiliser sans avoir besoin d'attendre après des délais qui, des fois, au printemps, quand tout le monde est en même temps, qui peuvent être des délais plus longs. Fait que je dirais, le plus tôt est le mieux, et qu'un producteur le planifie, que ses engrais soient achetés soit à l'automne pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de commande hâtive, de livraison hâtive, de se faire livrer, s'il prend des stocks, de se faire livrer la fameuse date du dégel, qui est très importante. Le facteur, je parlais tantôt du facteur transport, qui est important dans le facteur transport, de se faire livrer en dehors du dégel à la date la plus hâtive dans la partie sud du Québec, qui cette année, soit dit en passant, est le 16 mars. Je crois qu'on est pile aujourd'hui. On n'avait pas prévu ça comme ça, mais on est pile aujourd'hui le 16 mars. Donc, à partir d'aujourd'hui, le transport coûte en moyenne plus cher pour la livraison. Et plus les distances sont grandes, plus l'impact transport a de l'importance. Est grand. Mais bon an, mal an, on dit les prix sont volatiles, mais est-ce qu'il y a un cycle naturel dans le prix des engrais qu'on a observé, mettons, dans ta longue carrière de 38 ans? Oui. Les cycles, comme n'importe quoi, les cycles ont tendance à se raccourcir. Si tu m'avais posé cette question-là il y a quelques années, je t'aurais dit, il y a des cycles de fertilisants où on a tendance à peu près aux 5-6 ans à avoir des cycles qui augmentent à coût de l'inflation ou un peu plus, avec le transport, avec les matières premières, puis avec les fondamentaux qui composent le prix. Là, j'aurais tendance à dire que... Et il arrivait comme quelque chose de très spécial, peut-être à tous les 10 ans. La dernière fois, puis là, je dirais pas, je me corrige déjà en le disant, la dernière fois, c'était en 2021, 22 et 23, tout de suite après la pandémie. Vous savez ce que la pandémie a fait. Ça a créé un cycle de 2 ans qui était du jamais vu. En 21 et 22, les engrais augmentaient de 15, 20, 25, 30 %, presque, en tout cas,
plusieurs fois dans le courant de l'année, ont augmenté sur un cycle de 2 ans. Ils n'ont pas doublé, mais certains engrais ont presque doublé de par toutes ces composantes-là. La matière première, le transport, sur un cycle de 2 ans, beaucoup plus élevé. La dernière fois que ça nous est arrivé, c'était en 2009. Donc, on remontait à il y a une quinzaine d'années. Là. J'étais à ce moment-là un tout jeune représentant. Là, je dirais qu'on peut peut-être assister à ce même genre de cycle-là, c'est-à-dire que les engrais retombent à un niveau plus standard, le marché plus régulier, peut-être pour des périodes de 3-4 ans, et on va assister à... J'associerais ça beaucoup à l'instabilité géopolitique. Fait que je ne veux pas faire de prédiction. J'aime pas ça, mais avec ce qu'on vit présentement, avec l'instabilité géopolitique qui peut circuler ou qu'on peut... Je vous dirais que ça peut être des cycles encore beaucoup plus rapides où aux 2-3 ans, il peut y avoir une stabilité des prix d'engrais et arrive quelque chose qui fait que ça peut exploser d'un côté comme de l'autre et que ça ramène aussi tout ce qui va vers le haut revient vers le bas éventuellement. On a parlé beaucoup des cycles, je vais dire, sur plusieurs années, mais est-ce que, historiquement, mettons, si on y va plus sur un cycle saisonnier, dans l'année en cours, mettons, est-ce que, historiquement, par exemple, quand on arrive proche des semis, les prix ont tendance à augmenter, à baisser? Qu'est-ce qu'on a observé à ce niveau-là dans les dernières années? De façon historique, mais en ramenant saisonnier, le cycle est assez stable. Une année normale, mais qu'est-ce qu'une année normale? On parle le cycle tout de suite après les semis. Donc on parle de en juillet à août. Les fournisseurs mondiaux, comme on me disait tout à l'heure, arrivent avec des programmes de remplissage qu'on appelle, donc pour remplir nos entrepôts, nos plants d'engrais, ou les terminaux là, des fournisseurs, qui sont habituellement assez vides à cette période de l'année. Donc, il y a des programmes de remplissage qui sont avantageux. Ils veulent liquider leurs inventaires. Oui, absolument. Okay. Ils sont en pleine production et la majeure partie du globe a aussi libéré ses inventaires. Donc, c'est comme le cycle naturel de recommencer pour déjà prévoir l'année qui vient. Donc, habituellement, donc, le cycle, et c'est là où les prix ont tendance à être le plus avantageux pour le transport, pour l'énergie, etc. On est en plein été dans l'hémisphère nord. Fait que de juillet aller jusqu'à décembre. Par la suite, on a ce qu'on appelle le fameux cycle, parce que là, il y a des places qui commencent à semer dans des parties de la planète. Tout de suite, ce qu'on va dire après les fêtes, donc en janvier, février, mars. Là, c'est le bout, je vous dirais, le plus à peu près incertain, où s'il y a une tendance à donner au marché, soit vers le haut ou par le bas, c'est souvent là, en janvier, février, que ça va se créer. Et c'est là où nous autres, les détaillants du Québec, où on va commencer à compléter pas mal nos achats pour s'en aller tranquillement, pas vite, vers le mois de mars, pour être complètement prêt à 100% quand les semis arrivent au mois d'avril. Après la période de semis, où ce que la majorité de l'hémisphère nord, le nord-américain, a été semé, on a toujours tendance, dépendamment comment ça arrive, à avoir un cycle un peu plus bas, où le prix des fertilisants a tendance à redescendre. Et là, ben, c'est le cycle qui repart parce qu'on est rendu en juillet. Et en juillet, c'est le temps du remplissage de... OK. Fait que c'est quand même rare qu'en saison, puis là, je repense encore à nos producteurs. Ce qui se passe là? Ben, pas juste ce qui se passe là, mais que nos producteurs, quand ils disent « Ah, je vais booker ça dernière minute, puis je vais probablement avoir le meilleur prix du marché en réservant à la dernière minute », c'est une stratégie qui peut être un peu risquée. Bien, je dirais que c'est risqué et pas risqué. Pas risqué. Si on aime ça, l'effet surprise, c'est sûr qu'on va avoir une surprise. Mais là, c'est comme n'importe quelle surprise, elle peut être d'un côté comme de l'autre. Donc, il est possible que le marché, les semis sont faits dans des belles conditions, que toutes les conditions sont favorables à ce que le prix baisse un peu plus vite, rendu, on va dire, au printemps québécois, et que là, ça peut peut-être être avantageux. Mais ça va être peut-être une année sur 10 dans ce cas-là. Ouais. Et l'autre année, ou les 9 années sur 10. Habituellement, donc, ça a toujours été avantageux de le faire avant et de se positionner avant. Et il y a une autre année sur 10 ou 2 années sur 10 où ça peut arriver que l'inverse, je ne veux pas parler encore tout de suite de 2026, mais ce qui risque d'arriver, c'est que le prix soit beaucoup plus élevé.
rendu à cette période-là. Là, c'est la mauvaise surprise. C'est l'offre et la demande, hein, Ouais. bien sûr, aussi. Donc, stratégie d'achat, là, on a parlé un peu. Est-ce que c'est mieux d'acheter à l'automne, pendant l'hiver, au printemps? La meilleure stratégie d'achat, c'est d'acheter de Novago. Ça, c'est la meilleure stratégie, de un. La deuxième, le plus tôt possible. Puis là, il y a acheter, planifier, comme je disais tantôt, quand ces rotations de culture sont prévues. Donc, avant décembre, d'avoir planifié puis de dire quelle matière première on était pour acheter, quelle formule, puis etc., c'est le meilleur moment à faire pour un agriculteur. Nos Je experts peux conseils sont positionner. capables de faire des prix Absolument. à l'année. Oui. À l'année. Oui, 12 mois par année, il y a moyen qu'un producteur prenne position avec nous sur, comme je disais tantôt, dépendamment aussi du genre de commercialisation qu'il y a avec ses produits sur la ferme. Il peut arrimer. La tolérance au risque de tous les producteurs n'est pas la même Également, non plus. Non, c'est ça. Mais effectivement, il peut donc tout de suite arrimer son revenu avec ses dépenses autant qu'il veut bien avec son représentant qui a tous les outils pour le... Oui. Tu disais que la meilleure stratégie, c'est d'acheter de Novago. 100% d'accord. Qui peut s'opposer à ça? Mais on parle des engrais. Des fois, c'est pas des produits qui ne sont pas nécessairement toujours très différenciés. Pourquoi choisir sa coopérative dans ce contexte-là? Oui. Parce que dans des produits... la question est excellente. Parce que la réponse est le fun parce que il y a au-delà... On achète de l'engrais, mais c'est beaucoup plus que de l'engrais. Il y a tout ce qui va avec. Et ça peut avoir de la simple de l'urée, c'est de l'urée. Il y en a qui vont dire ça. Premièrement, il y a tout ce que je disais tantôt, on travaille avec Solio Agriculture. Ce serait épatant de voir à quel point tout ce qui est mis en place, ça a l'air simple de dire, on commande un bateau d'urée qui va arriver à Côte-Sainte-Catherine ou à Sillery dans les terminaux de Solio. Tous les contrôles de qualité que Solio prend avec ses fournisseurs pour être en mesure d'être le plus certain possible de recevoir ce qui était commandé de base. Puis ça, quand ça arrive dans les terminaux de Solio, la suite de ça, avec ses détaillants, dont la coop Novago, également les contrôles de qualité, à aller jusqu'à la toute fin quand ça arrive dans nos plans d'engrais pour la livraison chez le producteur, tout ce qu'on met en branle pour s'assurer que c'est le bon produit avec la bonne qualité, la bonne granulométrie qu'il faut pour satisfaire le besoin de nos agriculteurs. Et au-delà de ça, après ça, il y a tout ce qui entoure ça, la logistique, la livraison et la garantie de qualité du produit qui fait que on est capable aussi, en plus de ça, parce qu'on a des produits ici différenciés, on peut soit ajouter avec nos engrais et la qualité après ça, je vous dirais, de nos services agronomiques avec nos représentants qui font toute la différence, qui va avec tout ce que je vous ai dit tantôt d'un contrôle de qualité des produits. Fait qu'on n'achète pas juste un produit de commodité, on achète de la confiance. On achète l'ensemble, exactement, oui. On a un petit segment dans notre podcast qui s'appelle Rien que d'une traite. Là, dans ton cas, ça va être un peu spécial. Il y a 4 façons principales d'avoir ces engrais chez Novago. Je vais te les nommer un par un. Puis pour chacun, tu me dis c'est quoi les avantages d'utiliser cette méthode-là ou les inconvénients, s'il y en a aussi. On se lance. Le premier, les gros sacs. On en a parlé un peu tantôt. Les avantages de travailler avec les gros sacs. Je vais le dire en m'expliquant un petit peu, mais les gros sacs, c'est une qualité d'engrais qui est exceptionnelle. Le pourquoi? Quand c'est fait dans des conditions ultra secs qui sont dans le courant de l'hiver. La qualité qui est dans les sacs, parce que c'est des sacs aussi, comme je disais tantôt, contrôle de qualité, ça va jusque dans la qualité du sac qui est utilisé. La qualité du sac, le stock est là. Et après ça, pour le producteur, donc de le recevoir à coût moindre. Pourquoi? Je le disais tantôt aussi. Là, je fais un lien avec tout ce que je disais tantôt. Il peut le recevoir donc hors dégel, donc de pouvoir planifier la livraison, son transport, son coût de transport. Et quand arrive le printemps et qu'il est prêt, il y a le stock, il est à même son inventaire d'engrais ou d'une partie de ses engrais pour ne pas attendre après personne. Son stock est déjà rendu à la ferme. Juste ça, c'est des avantages qui sont assez considérables pour le producteur. Est-ce qu'on peut entreposer ça dehors, ces beaux sacs d'engrais-là? Ça prend absolument un grand entrepôt pour chez nos producteurs? Et oui,
et non. Préférablement à l'intérieur. Puis quand je dis préférablement avec un grand P, préférablement à l'intérieur. À l'extérieur, ça peut se faire, mais c'est certain qu'on ne mettra pas, même si c'est des sacs d'une bonne qualité avec une enveloppe protectrice, on ne dépose pas ça à terre à l'extérieur. Ça prend soit un couvert, des palettes, ou en tout cas Protéger un peu le sac pour quand même. protéger le sac, et de mettre des couvertures par-dessus, soit des genres de bâches qui vont être utilisées pour l'ensilage ou mais pour venir protéger, pour caper, excusez l'anglicisme, mais pour caper ça, là, pour le mettre mais on ne met pas un gros sac d'engrais dehors aux intempéries, peu importe la qualité du sac. En termes de prix, ça peut avoir c'est intéressant, mettons, les sacs versus se faire livrer en vrac ou... Oui, ben c'est ça. Ça peut être pour un producteur qui prend toutes les escomptes possibles de paiement, de transport, et je vais me répéter, mais c'est ultra important, de transport avant de se promener avec le déchet. Plus le transport est une variable qui va être importante dans la composante du prix de l'engrais. Donc, oui, c'est possible qu'il n'y ait à peu près pas de différence qu'un petit vrac sur le producteur qui va bénéficier de toutes les escomptes possibles en commandant du gros sac à l'avance. La manipulation de ces gros sacs-là, généralement, ça se fait-tu assez bien à la ferme? Nos producteurs qui les utilisent trouvent ça assez simple d'utilisation? Ou? Là, il y a des producteurs qui ont toutes sortes de... qui, à la fin, vont soit par l'aide de convoyeurs ou il y a également des appareils qu'on peut fournir ou vendre avec les gros sacs qui vont faire ce qu'on appelle des vide bags, qui sont des genres de tubes qui se mettent dans le gros sac avec lesquels les producteurs peuvent vider le gros sac de façon sécuritaire. Ouais. Mais oui, l'utilisation à la ferme. Donc, c'est de se préparer où ça ne se manipule pas complètement comme du vrac, mais bien équipé ou bien préparé pour les producteurs qui fonctionnent comme ça avec le gros sac. C'est tout aussi efficace et rapide et fonctionnel que complètement vrac. On a des producteurs qui ne jouent que par ça. Fait que si vous avez envie de l'essayer, parlez-en à votre expert conseil. Puis à Louisville, on a un fantastique centre d'ensachage dans lequel on a investi quand même presque 2 millions il y a quelques années déjà. Mais bref, qualité d'engrais incomparable et notre centre d'engrais de Louisville qui est très bien équipé pour répondre à la demande. Si on poursuit notre traite, rien que d'une traite, le vrac, les avantages de se faire livrer en vrac. Ben là, je dirais que les avantages de se faire livrer en vrac, il y a pour les gros volumes de printemps, donc pas mal de volume, c'est la rapidité. Et encore une fois, on a certains centres d'engrais qui sont équipés pour le vrac pour le faire de façon ultra rapide. Soit qu'on en a avec des mélangeurs. Je ne peux pas dire des mixeurs, mais là, j'ai eu le terme français. Avec plus qu'un mixeur, on a des taux également d'expédition et ou des robots robots comme le système Yargus qu'on a à Louisville, où on est capable de faire de remplir des vannes au complet en moins de 15 minutes. Donc, la rapidité du système pour les gros volumes, le vrac, est un avantage assez extraordinaire. Les épandeurs. Oui. On en livre de moins en moins, mais quand même, on continue d'en livrer. Oui. Les avantages de se faire livrer en épandeur. Les avantages de se faire livrer en épandeur, sur les coûts rapides, encore une fois, c'est on reçoit notre engrais qui est dans l'épandeur. Si c'est un épandeur que vous prenez de la coop. La coop, évidemment, parce que c'est sûr que ce qu'on préconise, c'est que le producteur qui a assez de volume pour avoir son propre épandeur, il n'y a rien de mieux, son propre épandeur est donc calibré à l'avance. On sait que ce que vous pouvez tout avoir à partir en commandant de Novago, avec un épandeur qui va arriver avec le bon d'expédition qui va vous spécifier sur quelle ouverture de porte vous mettre pour avoir le bon taux d'application. Et c'est des épandeurs qu'on calibre de façon régulière et qui sont d'une bonne qualité pour opérer chez les producteurs là, au champ au printemps. Les ventes directes? Oui. Mais les ventes directes, ça le dit, c'est du direct. Donc, pourquoi passer par un plan d'engrais
quand on a une possibilité de recevoir un volume, je vais donner l'exemple, il y en a beaucoup dans le liquide, mais il y en a également aussi dans de l'urée, des matières premières peu qu'on peut avoir directement des terminaux. Ben, ça ne donne rien de refaire une manutention supplémentaire. Donc, ceux qui sont bien équipés à la FEM pour recevoir ces quantités-là, donc un 35 à 40 tonnes d'une matière première, ben, l'avantage, c'est sûr, est monétaire. Le prix de la matière première est en fonction de ça. Et on sauve un transport au complet entre les deux, entre le terminal et la FEM. Donc, ce qui est pas négligeable. Et on en fait bénéficier le producteur. Ben, fantastique. 4 façons d'avoir de beaux engrais chez Novago qui ont tous leurs avantages et inconvénients, là, dépendant de votre réalité à la ferme. À la FEM, exactement, oui. On s'adapte. C'est notre grande qualité. C'est quoi l'erreur que tu observes le plus souvent chez les producteurs quand vient le temps d'acheter leurs engrais? Acheter ailleurs que chez Novago. Évidemment. C'est la première erreur. Mais qui ne se fait pas chez beaucoup de monde. Fait qu'il y en a beaucoup qui font le... Mais je le dis à la blague, là, je le ramène la première erreur, c'est de peut-être regarder, puis c'est pas tout le monde qui est... Mais de regarder un prix à la tonne. Un prix à la tonne, ça veut dire quelque chose et ça veut rien dire. Je vais faire beaucoup le lien avec ce que je disais tantôt. Quand on achète une tonne d'engrais ou on achète des fertilisants pour faire un amendement dans nos cultures, on achète tellement autre chose qu'une tonne d'engrais. Donc, la pire erreur, c'est de juste regarder le prix à la tonne. C'est vraiment d'acheter la bonne chose, le bon produit avec la bonne et d'être certain de s'assurer de la qualité de ce qu'on va acheter. Le service qui l'accompagne. Tout ce qui vient, tout ce qui va avec. Tout ce qui vient autour. La qualité. Parce que tu as parlé des épandeurs. L'épandeur également, le service. Tu peux l'avoir payé pas cher, mais il n'y a personne qui aime ça étendre des motons dans son champ. Effectivement. Fait que la qualité est quand même importante et à considérer. Puis tu l'as mentionné, mais il y a beaucoup de contrôle de qualité qui se fait à toutes les étapes de la chaîne dans nos fertilisants. On n'a pas le choix, Benoît, de parler de l'actualité. Là, on est allé un peu sur des concepts généraux en lien avec l'agriculture. On n'a pas le choix de parler. Là, on est le 16 mars 2026. La guerre en Iran a été déclarée là, quelques semaines. Le 28 février. Le 28 février. Est-ce que tu as dormi cette journée-là? J'ai été éveillé. Oui, donc, qu'est-ce que ça change concrètement au niveau des engrais, cette nouvelle donne-là sur la géopolitique mondiale? Très spécifiquement, c'est que la journée où c'est arrivé, premièrement, il y a un avant et un après, comme dans tous grands événements. Et c'est vraiment, puis je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais c'est vraiment particulier ce qu'on vit là. Au niveau crise énergétique, c'est du jamais vu. Puis je l'ai dit tantôt, ça fait longtemps. Oui, tu en as vu quelques-unes, J'en ai vu quelques-unes, mais c'est vraiment du jamais vu. Ce qui se passe là, c'est, et encore une fois, je le répète, les fertilisants, c'est une longue chaîne d'approvisionnement de où ça part. Donc, justement, dans le coin des pays où on va dire ça, c'est un euphémisme même de quasiment dire ça brasse, c'est plus que ça brasse. Il se passe quelque chose d'assez particulier. La chaîne d'approvisionnement est attaquée au complet, ce qui fait que où est-ce que le produit part arrivé jusqu'à chez nous, il y a plusieurs composantes qui fait que et tous les composantes sont attaqués ou sont impactés, ce qui fait que ça fait exploser. Puis surtout, c'est le climat d'incertitude avec lequel où ça peut finir. Puis je vous dirais, vous pouvez juste regarder ça, tout le monde est très sensible à ça. Vous avez juste à regarder ce qui va se passer ou ce qui se passe présentement avec le prix du litre d'essence à la pompe, où ça va se terminer. On ne le sait pas. Je vous dirais que c'est depuis le 28 février avec les fertilisants, c'est pas mal la même tendance. La même tendance. Et c'est arrivé un 28 février, donc juste avant quelques mois, quelques semaines, avant le printemps ou avant le grand final pour le printemps québécois pour les semis des producteurs, ce qui crée une instabilité et une incertitude assez spectaculaire qui n'était pas souhaitable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui ont déjà réservé leurs engrais puis ceux qui ne les ont pas encore réservés? Pour ceux qui avaient déjà réservé leurs engrais, en date d'aujourd'hui, le 16 mars, parce qu'on ne sait jamais
Mais en date d'aujourd'hui, le 16 mars, Novago va respecter à 100% autant au niveau transport, prix d'engrais et tous les services qui étaient rattachés avec ça. Donc, c'est un respect total des commandes qui avaient été passées. Pour ce qui est à venir ou ce qui se faisait depuis le 28, ben, ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on tente de faire tout le temps, c'est de tenter de prévoir les ventes qu'on va faire ou qu'on fait présentement par rapport au coût de réapprovisionnement qui est possible de faire. Fait qu'on fait une belle grande moyenne qui peut quand même s'avérer plus élevée que ce qu'on a eu avant le 28 février. Il y a beaucoup de volatilité, on l'a dit encore plus en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je te dépose un offre aujourd'hui, les producteurs ont combien de temps pour confirmer leur prix? Parce que la liste de prix évolue, j'imagine, régulièrement. Habituellement, dans une année, puis encore, je vais le répéter, dans une année normale on se demande... Avec des gros guillemets. Oui, avec des gros guillemets, qu'est-ce qu'une année normale? Mais on va dire que si ça arrive une année normale, on donne à peu près... un 7 jours, un 5 à 7 jours pour un producteur se décider pour finaliser une transaction. Là, on parle plutôt de entre 24 à 48 heures. Et là, pourquoi? C'est le marché est réellement là et avec nos fournisseurs avec lesquels on parle, est-ce qu'on peut c'est dans ce genre de délai-là qu'on a pour se lever de bord puis tenter de sécuriser un prix. Et au-delà du prix, comme je disais tantôt, un prix, c'est on peut pas juste regarder ça, c'est la sécurité de le recevoir ou de ne pas le recevoir et est-ce qu'on va le recevoir à temps? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un temps des semis au Québec en 2026. La seule affaire qui n'est pas sûre, c'est que ça va être au mois d'avril ou peut-être au début mai, mais c'est certain que rendu au 15-20 juin, le printemps au Québec va être fait. Fait on ne peut pas être en dehors de cette fenêtre-là pour le recevoir puis pour sécuriser le produit. Donc, on ne veut pas créer nécessairement de sentiment d'urgence chez nos membres, mais s'il y a des prix qui sont déposés, il faut quand même être assez rapide à décider. C'est sûr que si j'étais producteur agricole demain matin, c'est clair que oui, mes engrais, ou en tout cas mes intrants pour la saison 2026 seraient sécurisés à 100%, c'est clair. Parce que ça peut même aller, comme tu le disais, ceux qui n'ont pas encore sécurisé leurs achats, de peut-être pas avoir de disponibilité. Dans le scénario catastrophe. Là, dans le scénario catastrophe, mais ça peut aller jusque-là, effectivement. Ouais. Donc, on vous invite à sécuriser vos achats. Si ce n'est pas déjà fait, contactez votre expert conseil pour avoir tous les détails. Écoute, ma dernière question, c'était l'œuf ou la poule. Un autre segment de notre podcast. Mais là, tu l'as quand même un peu répondu, mais dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, on book tôt ou on book tard? Comme dans le plus tôt et le mieux. Ouais. Oui. Écoute, Benoît, ça fait le tour de nos questions. Merci de ton temps et de ton partage d'expertise. Là. Je suis convaincue qu'il y a des sources inépuisables de sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Fait que c'est assurément, c'est le premier, mais assurément pas le dernier. Pas le dernier, non. Parce que merci pour le partage et les questions. J'ai beaucoup apprécié la formule. Ça nous fait toujours plaisir d'en apprendre plus. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des